L'homme ouvre la porte de la maison, et découvre une femme, couverte de sang, attachée dans le couloir. Il sort immédiatement son arme, et inspecte la maison avec prudence. À ce moment-là, le tueur sort justement de la salle de bain. Une fusillade éclate sur le champ entre les deux hommes. La femme, prise au milieu, meurt sur le coup. Le tueur, conscient de sa défaite, ouvre la fenêtre et saute dans le vide. Il a volé une voiture et s'est enfui. L'homme s'appelle Lev. C'est un ancien soldat des forces spéciales. Après sa retraite, il est devenu laveur de vitres. Il est chargé de nettoyer les vitres des immeubles de bureaux. Ce jour-là, alors qu'il travaillait, un groupe de mercenaires a soudainement fait irruption dans le bâtiment. Ils ont commencé à massacrer sans discernement. Une femme cadre a demandé de l'aide à Lev. Après avoir obtenu son accord, il a pris un document important avec lui. Tous deux ont descendu la corde jusqu'au sol. Un mercenaire furieux a sorti une mitraillette. Il a commencé à tirer, mais comme ils étaient trop loin, toutes les balles ont raté leur cible. Les deux ont sauté dans une voiture et se sont enfuis. Après avoir atteint un endroit relativement sûr, la femme cadre a appelé un expert militaire pour demander de l'aide. Les experts militaires ont pris conscience de la gravité du problème. Ils ont immédiatement convenu de se rencontrer dans un centre commercial, sans se douter que son téléphone avait déjà été intercepté par des mercenaires. Grâce à la localisation, ils ont de nouveau ciblé la voiture de Lev. Une pluie de balles les a encerclés en un instant. Une employée de bureau, prise au dépourvu, a été tuée sur le coup. Lev a rapidement fait demi-tour. Malheureusement, la voiture est entrée en collision avec un camion. Lev savait que la situation était critique. Il a pris les documents importants, et s'est enfui dans la forêt au bord de la route. Les mercenaires étaient bien équipés. Grâce à la technologie thermique, ils ont rapidement repéré la cachette de Lev. Sans hésiter, ils ont vidé leur chargeur sur place. Lev a eu une chance incroyable. Profitant du moment où l'ennemi rechargeait, il a sauté par-dessus un monticule, et a disparu de la vue des mercenaires. L'image change. Lev arrive sur la route et arrête un taxi. Il se dirige vers la résidence de l'expert militaire, à côté. Le voisin trouve le comportement de Lev suspect, lorsque celui-ci escalade la clôture. Le voisin décide immédiatement d'appeler la police. Lev entre dans la villa. Il inspecte les pièces avec précaution. Malheureusement, il est arrivé trop tard. L'expert militaire est déjà mort sur place. Il semble que ce groupe de mercenaires soit bien préparé. Non seulement ils osent mener des assassinats en plein jour en ville, mais ils peuvent aussi utiliser des technologies avancées pour surveiller en temps réel les communications téléphoniques de l'autre partie. Lev a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un simple meurtre. Derrière cela, se cachait forcément un secret incroyable et inconnu. D'un autre côté, la police, après avoir reçu le rapport des voisins, ils arrivent rapidement sur les lieux du crime. Ils attribuent la mort de l'expert militaire à Lev. Lev ne peut pas se défendre. Il riposte violemment contre les policiers. Il est évident que ce sont deux novices. Ils ne parviennent même pas à maîtriser leur mitraillette. Lev échappe facilement à la poursuite de la police. Il intercepte une voiture de police et prend la fuite. Des mercenaires impitoyables le traquent ensuite. Ils ont abattu les deux policiers sans hésitation, et ont fait porter le chapeau à Lev pour l'attaque contre les policiers. Ces mercenaires étaient bien organisés. Il y avait non seulement des assassins, mais aussi des guetteurs. Lev voulait rentrer chez lui pour se cacher, mais il ne s'attendait pas à être entouré d'ennemis. Il n'est pas entré par la porte principale, mais a grimpé par la canalisation pour entrer par la fenêtre. Il a rapidement éliminé les ennemis devant lui. Ensuite, il donne un coup de pied à un autre mercenaire. Il sort son pistolet, et prend immédiatement en otage deux mercenaires. L'adversaire sait qu'il n'est pas de taille, et lève aussitôt les mains en signe de reddition. Après les avoir interrogés, il découvre qu'ils sont des mercenaires de Wagner. Ils ne font que suivre les ordres pour de l'argent, sans savoir qui est leur véritable patron. Ces gens n'étaient pas au courant. Ils ont même menacé Lev. La ville est remplie de mercenaires. Si on ne remet pas les documents, cela pourrait entraîner de graves conséquences. Lev déteste être menacé. Il a répondu par 2 coups de poing. Prenez le sac à dos. Allez retrouver Lev, son ancien camarade de guerre. Racontez-lui tout ce qui s'est passé dans la journée. Analyse du camarade. L'origine de toute cette affaire provient de ce document. Il doit contenir des informations importantes. Cependant, il est rempli de termes techniques. Les deux n'y comprennent rien. Mais il y a une clé USB dans le document. À l'intérieur, sont enregistrées les missions de l'unité spéciale de Lev, lors d'une opération militaire, en raison de l'utilisation de boucliers anti-émeutes de mauvaise qualité, qui a entraîné l'échec de la mission. Ce document est très probablement la preuve clé, révélant la non-conformité des boucliers anti-émeutes. Le commanditaire craint que cette affaire ne soit dévoilée.
C'est pourquoi il a engagé des mercenaires, pour éliminer tous ceux qui savent quelque chose sur les boucliers anti-émeutes. Pendant ce temps, les mercenaires ont remonté la piste, jusqu'à la cabane dans la forêt où se trouvait le camarade de Lev. Le camarade a repéré leur mouvement grâce à un moniteur, et a immédiatement rassemblé les documents, pour permettre à Lev de s'échapper par un passage secret, tandis que lui-même est sorti volontairement, pour gagner du temps face à l'ennemi. Lev venait à peine de sortir du tunnel, qu'il a été arrêté par la police en arrivant sur la route. Lev savait que le temps était compté. Il a rapidement neutralisé l'adversaire, et a suivi le sentier jusqu'à une maison. Peu de temps après, une femme est entrée. Elle a remarqué que la porte n'était pas verrouillée. Elle a pensé qu'elle avait oublié de la fermer à clé en partant précipitamment. Mais dès qu'elle est entrée dans la maison, Lev a soudain surgi et lui a couvert la bouche. Il lui a fait signe de ne pas faire de bruit. La femme a acquiescé, mais il a quand même donné un coup de poing à l'autre. Lev n'y a pas prêté attention. Il a dit qu'il était recherché par la police, mais il n'a tué personne. Au contraire, un autre groupe de mercenaires le poursuivait. La femme a dit qu'il devrait se rendre, mais Lev a refusé, parce qu'il ne pouvait pas être sûr qu'il n'y avait pas d'espion à la police. Lev espérait pouvoir rester ici, passer la nuit à l'abri. La femme s'est immédiatement fâchée. Elle a couru dehors, puis elle est montée dans la voiture, voulant démarrer pour partir. Mais elle a réalisé que les clés étaient restées à la maison. Les mercenaires sont vite arrivés près d'elle. Ils ont affirmé qu'il faisait partie d'une commission d'enquête, et qu'ils pouvaient lui venir en aide. Bien que la femme soit paniquée, elle n'a pas perdu sa capacité à réfléchir. L'homme en face avait un air féroce. Son regard révélait une soif de sang. Il n'était clairement pas une bonne personne. La femme a dit qu'elle avait peur des rats. C'est pourquoi elle s'était enfuie. Le mercenaire ne la croyait pas. Il a ordonné à ses hommes de fouiller la maison. Mais ils n'ont rien trouvé. Ils sont partis déçus. Avant de partir, le mercenaire a sorti une photo de Lev. Elle indique que dès qu'elle voit cet homme, elle doit le contacter immédiatement. Après avoir confirmé que l'homme est parti, Lev sort enfin de sous le plancher. Il est extrêmement reconnaissant envers la femme pour ce qu'elle a fait. La femme, terrifiée, se réfugie immédiatement dans ses bras. Après une nuit de tendresse, Lev apprend enfin que cette femme est en réalité une journaliste de guerre, parce qu'il a vécu le baptême du feu sur le champ de bataille. Il a pu immédiatement détecter les anomalies chez les mercenaires qu'il a rencontrés. Après avoir appris que Lev possédait des documents importants, il a voulu utiliser ses compétences professionnelles pour aider Lev à découvrir la vérité. Mais Lev ne voulait pas impliquer des innocents. Il a donc trouvé une excuse pour refuser le journaliste. Le journaliste, plein de sens de la justice, n'a pas voulu abandonner si facilement. Profitant du sommeil de Lev, elle a discrètement pris des photos de documents importants et les a envoyées à son ex-mari. Son ex-mari travaille à la télévision et possède de nombreux contacts. Si cette affaire était révélée, alors cette histoire attirerait l'attention des hauts dirigeants, sans savoir que cette affaire impliquait déjà le vice-ministre de la Défense. Le vice-ministre rencontre le marchand d'armes et lui demande ce qui s'est passé exactement. Les boucliers anti-émeutes sont-ils fabriqués avec des matériaux de mauvaise qualité? Parce que si cette affaire est rendue publique, au grand jour, le poste du vice-ministre pourrait être compromis. Le marchand d'armes, sûr de lui, affirme que tout est sous contrôle. Il rassure le vice-ministre, après avoir obtenu la réponse de son interlocuteur. Le vice-ministre a enfin pu relâcher son cœur en suspens. Voyant le vice-ministre partir, le trafiquant d'armes a appelé le chef des mercenaires, pour leur demander d'en finir rapidement. Pendant ce temps, la journaliste de guerre est arrivée à la chaîne de télévision, pour rencontrer son ex-mari. Les années d'expérience professionnelle de son ex-mari lui ont permis de flairer un grand scoop. Cependant, fidèle à son éthique professionnelle, il a besoin de l'accord de ses supérieurs, pour procéder à l'opération suivante. Ainsi, son ex-mari a appelé le colonel du bureau de sécurité. À sa grande surprise, le bureau de sécurité avait déjà été infiltré par les trafiquants d'armes. Le colonel du bureau de sécurité était de mèche avec les trafiquants d'armes. Le colonel a calmé l'autre partie, puis a envoyé ses hommes vérifier. Le journaliste est rentré chez lui et a raconté l'histoire à Lev. Léon, après avoir écouté, a immédiatement compris que l'affaire n'était pas si simple qu'elle en avait l'air. Léon se souvint soudainement, en fuyant la maison de son camarade, que celui-ci lui avait parlé d'un numéro de téléphone du président du comité des anciens combattants. Léon appela immédiatement ce numéro pour demander de l'aide. Le président ne perdit pas de temps. Il fixa rapidement un lieu de rendez-vous avec Léon. Changement de scène. L'ex-mari de la journaliste est retrouvé mort dans son bureau. Les mercenaires ont laissé le couteau utilisé par Lev sur les lieux du crime, pour le piéger. Ils
ont obtenu l'adresse de la journaliste par son ex-mari, et se sont immédiatement rendus sur place. Ils tombent sur Lev qui s'apprêtait à partir. Une course-poursuite s'engage aussitôt. 3 SUV filent à toute allure sur les chemins de campagne. Lev tourne brusquement le volant, et envoie l'une des voitures dans un fossé boueux. Un des mercenaires, voyant cela, sort une AK et commence à tirer. Le journaliste est malheureusement touché. Lev est acculé dans un coin du conteneur. Il sort son pistolet et riposte tout en reculant. Mais il ne s'attendait pas à ce que les mercenaires aient un RPG. Lev se cache dans un recoin, et parvient à échapper de justesse au danger. Mais le bruit violent de l'explosion l'a fait s'évanouir. Les mercenaires sont arrivés près de la voiture. Ils ont vu que le journaliste ne bougeait pas. Ils n'ont donc pas vérifié davantage. Ils ont pris les documents secrets à côté et ont quitté les lieux. On ne sait pas combien de temps a passé. Lev s'est réveillé de son évanouissement. Il a vu le journaliste être mis dans une ambulance. Il avait des sentiments mitigés. Lev a rencontré le président du comité comme convenu. Racontez tout ce que vous avez vu et entendu à l'autre personne. Et faites 3 rappels. Il y a des informateurs des trafiquants d'armes dans le commissariat. Le président est parfaitement au courant. Il a déclaré que les hauts responsables surveillent constamment les moindres faits et gestes des trafiquants d'armes. Mais chaque fois qu'il y a des progrès, les experts concernés sont assassinés. Ils souffrent de ne pas avoir de preuves en main, et ne peuvent pas arrêter directement les trafiquants d'armes. Le président conseille à Lev de se cacher quelque part pour le moment, et d'attendre une opportunité pour récupérer les documents. Lev est déjà aveuglé par la rage. Il n'a aucune intention de se cacher. La meilleure défense, c'est l'attaque. Lev aperçoit 3 mercenaires en train de manger. Soudain, l'un des mercenaires sort pour passer un appel. Lev pense que c'est une opportunité. Il l'attaque immédiatement, après l'avoir menacé un moment. L'autre partie, tremblante, appelle son capitaine. Elle réussit à le piéger sur les lieux. Lev lève directement son pistolet. Il demande où se trouvent les documents. Par un coup du sort, les patrouilleurs arrivent à ce moment précis. Les 3 forces se retrouvent face à face. Les coups de feu résonnent sans arrêt. Les mercenaires et les patrouilleurs portent des mitraillettes. Lev n'a qu'un petit pistolet. Il n'a pas cherché à prolonger le combat. Après avoir pris le téléphone du capitaine, il a utilisé la voiture comme couverture pour une attaque exploratoire. Profitant du moment où l'adversaire avait épuisé ses munitions, il a lancé une grenade fumigène, et s'est discrètement échappé, après avoir perdu plusieurs hommes d'affilée. Le chef des mercenaires a compris que Lev était un adversaire coriace. Fou de rage, il a juré de le traquer coûte que coûte. Tous ceux qui étaient liés à Lev devaient payer le prix du sang. Quand le marchand d'armes a posé les billets sur la table, sa détermination à tuer a atteint son paroxysme. Ils ont d'abord attaqué le président du comité. Quand le président est rentré chez lui, il a senti quelque chose d'anormal. Sans hésiter, il a sorti son pistolet et a tiré dans le salon. Il a rapidement vidé son chargeur. Après avoir habilement rechargé son arme, il élimine tous les ennemis embusqués. De l'autre côté, la chance n'est pas du côté du camarade de Lev. Armé d'un fusil à pompe, il tente de repousser les mercenaires. Mais il ne peut pas lutter seul contre plusieurs adversaires. Sans prêter attention à l'ennemi derrière lui, il est abattu sur le coup. Le lendemain, le président rencontre Lev, et lui révèle ce qui s'est passé avec son désir de possession. Lev est fou de rage. Il savait qu'il avait un différend avec les mercenaires, et qu'il fallait régler ça. C'est toi ou moi. Selon les informations fournies par le président, Lev a également lancé des représailles. Il est arrivé à l'avance sur le lieu, et a enfilé une combinaison blanche de protection. Ensuite, il a scotché les manches et les jambes. De cette façon, il pouvait s'assurer que sur le champ de bataille, il ne laisserait aucune trace. Puis il a vérifié l'épaisseur des murs. Il a confirmé que les balles pouvaient facilement traverser les parois. Ensuite, il s'est préparé à attendre sa proie. Quand les mercenaires sont entrés, Lev a immédiatement activé son mode carnage. Les mercenaires ont riposté frénétiquement, mais Lev ne leur a laissé aucune chance. Une grenade les a projetés hors de la pièce. Lev, seul avec son arme, a éliminé toute l'équipe de mercenaires. Il s'est approché du chef. Après avoir obtenu les informations nécessaires lors de l'entretien, il l'a éliminé d'un coup net. Lev est sorti du bâtiment, et a lancé une grenade sous la voiture. Un vrai homme ne regarde jamais les explosions. Selon les informations fournies par le chef, Lev est arrivé dans le bureau, et a neutralisé facilement le garde à l'entrée. Puis, dans le coffre-fort, il a trouvé le document secret important. Après coup, Lev l'a remis entre les mains du président. Le président était ravi. Avec cette preuve, les dirigeants allaient rapidement agir contre les marchands d'armes. Cette nuit-là, le président a remis le document au ministère de la Défense, entre les mains du vice-ministre. Il ne s'attendait pas du tout à ce que
Le vice-ministre soit de mèche avec les marchands d'armes. Changement de scène. Le document a été réduit en cendres. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent. La seule chose qui réconforte Lev, c'est que le journaliste n'est pas mort. Grâce à une intervention rapide à l'hôpital, il a échappé de justesse à la mort. Lorsque le vice-ministre de la Défense a appris la nouvelle, il a immédiatement demandé à interroger le journaliste. Franchement, pour une affaire aussi mineure, il n'était pas nécessaire de déranger le vice-ministre en personne. Mais l'enthousiasme de l'autre partie était trop évident. Au contraire, un subordonné du vice-ministre a commencé à avoir des doutes. Alors que le vice-ministre détournait l'attention des journalistes, ce subordonné l'a intercepté. Il a sorti son arme. Il a menacé le vice-ministre de respecter les règles. Soudain, un coup de feu a retenti derrière lui. C'étaient des mercenaires venus en renfort. Le subordonné a été touché par plusieurs balles et est mort sur le coup. Le vice-ministre a maquillé la scène. Puis il a quitté l'hôpital avec ses hommes. Il n'existe pas de mur totalement imperméable. Le journaliste est encore en vie, et la nouvelle parvient rapidement aux oreilles de Lev. Il décide, quoi qu'il arrive, de ne plus laisser le journaliste subir aucun dommage. Lev et le président, grâce aux informations, tendent une embuscade sur le chemin incontournable du marchand d'armes. Quand l'ennemi apparaît, le président déclenche la bombe sans hésiter, mais il découvre que le marchand d'armes n'était pas dans la voiture. Au contraire, c'est un défi délibéré de l'adversaire. Lev était furieux. Il a déclaré la guerre au marchand d'armes via l'enregistreur de voiture. La scène change. Lev et le président portent un grand sac d'armes et de munitions. Ils arrivent près de l'usine où se cache le marchand d'armes. Les deux éliminent silencieusement les gardes environnants. Puis ils entrent dans l'usine. Ils lancent une bombe artisanale pour l'installer. C'est alors qu'ils sont découverts par les gardes à l'intérieur. Les deux camps engagent un violent échange de tirs. Les coups de feu attirent de nombreux mercenaires. Les balles fusent en direction des deux hommes. Ils choisissent de se retirer tout en ripostant. Le président ouvre la voie avec des grenades. Ils parviennent ainsi à se frayer un chemin sanglant. Ils arrivent à l'extérieur du bâtiment et déclenchent les explosifs sans hésitation. Le site est immédiatement plongé dans un brasier. Cette explosion semble ne pas suffire. Les deux sortent à nouveau le RPG et bombardent continuellement le bâtiment. Les mercenaires sont enragés. Ils résistent furieusement. Le président est malheureusement touché et s'effondre. Lev n'a pas le temps de s'occuper de lui. Il prend son arme et se dirige vers un autre bâtiment. C'est le moment décisif pour Wisham Gdao. Il attache des grenades sur le journaliste, puis se rend au centre de l'usine. Les deux hommes retirent leur équipement. Ils commencent immédiatement l'affrontement le plus primitif entre hommes. Lev vient de sortir d'une grande bataille. Il n'a pas encore récupéré ses forces. Il est constamment repoussé par les coups de l'adversaire. Refusant de céder, il met toute son énergie dans un combat acharné contre son adversaire. Les deux hommes se battent du rez-de-chaussée jusqu'au premier étage. Mais un mouvement d'esquive mal calculé. Et Lev est projeté du premier étage par son adversaire. Dans son esprit, Lev ne cesse des images des batailles d'autrefois lui traversent l'esprit. Ses camarades armés de boucliers anti-émeutes. Tous sont morts au combat. Cette bataille n'est pas seulement une vengeance pour le journaliste. Elle incarne aussi la détermination de tout face à une position désavantageuse. Le sang de Lev bouillonne dans ses veines. Il puise dans ses dernières forces. Il ramasse son pistolet et tire sur l'arme ennemie. L'adversaire est touché et s'effondre. Il lutte encore. Il a ramassé un bouclier anti-émeute fabriqué par sa propre entreprise et l'a placé devant lui. Lev n'a pas hésité. Il a appuyé sur la gâchette en direction du bouclier. Finalement, l'arme a été détruite par son propre bouclier de mauvaise qualité. On peut dire que c'était un coup de maître. Après cela, Lev est apparu à l'hôpital main dans la main avec le journaliste. La télévision diffusait. Les coupables de corruption et de pots de vin ne peuvent échapper au jugement de la loi. L'histoire se termine ici. Ce film s'appelle Zashkita. C'est une série d'action russe intense. Cette série conserve toujours le style unique de la Russie, des fusillades au style viril, et des combats au corps à corps percutants. Un film de guerre à la russe. Le but principal est de rester réaliste. Mais cette série, en comparaison, semble un peu trop héroïque. Le héros survit à l'explosion au centre de RBG, ce qui est vraiment trop fantastique. Et le journaliste se fait tirer dessus en plein jour, et n'est emmené à l'hôpital que le soir. Une blessure par balle aussi grave, et il est quand même sauvé, même si on veut une fin heureuse. Ce genre de traitement, c'est clairement un peu trop précipité. Si l'héroïne mourait à cause de ses fonctionnaires corrompus, qui détournent les fonds militaires, cela pourrait rendre le message du film encore plus profond. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'ici, n'hésitez pas à liker, commenter et sauvegarder.